Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Euh, c'est le 12e SITREP. Oui, Nous du sommes 29 octobre. voilà, le 29 octobre. Alors, ce SITREP est très contrasté puisque tu vas nous annoncer des choses qui paraissaient rassurantes et finalement qui sont pas très réjouissantes au bout du compte. C'est-à-dire que nos craintes de la semaine dernière se confirment, pas forcément dans les premiers chiffres, mais dans les suivants. À toi. C'est ça. Donc en fait, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé 2578 fois le cessez-le-feu. Donc de prime abord, effectivement, c'est moins que la semaine dernière. Mais en réalité, c'est une baisse, enfin, entre guillemets, en moyenne. On a moins 19% par rapport à la semaine passée, dont 1673 fois avec des armes lourdes interdites par les accords de Minsk, ce qui reste quand même 64% des bombardements. Ces tirs ont concerné 26 localités et les plus intensifs ont touché Makeyevka, Zaïtsevo et Yelenovka. Donc cette baisse relative du nombre de bombardements, elle est due aux quelques jours de la semaine. Donc le début de la semaine a été marqué par une baisse d'activité de l'artillerie ukrainienne juste avant la nuit meurtrière de jeudi à vendredi. Effectivement, je confirme puisque tu nous as envoyé un message sur Facebook nous indiquant que la nuit était, en tout cas à ton niveau, c'est-à-dire à proximité de Donetsk, était redevenu très bruyant, ce qui signifie une augmentation significative de bombardement. Hein. Tout à fait. Donc là, je vais montrer donc la courbe qui a été faite par Édouard Bassourine, donc qui a présenté le rapport de situation hebdomadaire hier. Hop là, je vais faire un petit partage d'écran. Voilà. Je vais peut-être le faire. Un petit zoom, voilà. Oui, c'est bien. Voilà. Donc on voit effectivement le week-end dernier, on était encore à 261, 446. Lundi, mardi, mercredi, etc. Donc là, on était encore voilà dans les entre 200 300. Et puis donc la nuit de jeudi à vendredi, enfin dans les 24 heures en tout cas, on a quasiment atteint 800, dont presque 600 rien que durant la nuit. Donc effectivement, dans la nuit de jeudi, il y a eu 590 tirs rien que pendant cette nuit-là, qui ont principalement frappé entre autres Makeyevka. Donc l'ensemble de ces bombardements ont fait 7 morts, dont 3 civils, et 27 blessés, dont 18 civils. L'ensemble des morts civiles a été fait lors de la nuit de jeudi à vendredi. Les chiffres sont qui a été surnommé le jeudi sanglant par Édouard Bassourine hier. Au total, ce soir-là, il y a eu 5 morts, donc il y a eu 2 soldats qui sont morts aussi, et 16 blessés, incluant 10 civils, dont 2 enfants. Donc ils ont fait très fort. Moi, j'ai été sur place le soir même, donc vraiment, alors que ça tirait encore, on entendait que ça tirait au loin. Nous sommes allés avec mes collègues à Makeyevka pour nous rendre compte de la situation. On a eu quand même 2 superbes tirs au but directs qui ont frappé 2 immeubles voisins. Ah oui. C'est là où il y a eu les 2 morts. Dans l'un d'eux, ça a non seulement détruit un appartement, mais aussi la cage d'escalier. Il y a tout un morceau de l'escalier qui s'est effondré sur la section d'en dessous. Enfin, c'était absolument phénoménal. Et ils ont continué ce soir-là de tirer jusqu'à 2 heures du matin. Hein. Hier soir, ça a duré jusqu'à plus de minuit. Ils ont aussi tiré très lourdement hier soir. On entendait depuis le centre-ville de Donetsk. D'accord. Donc voilà, donc effectivement la nuit dernière on a eu donc en tout sur les dernières 24 heures 459 violations du cessez-le-feu qui sont venues se rajouter, incluant 137 obus d'artillerie, dont 73 d'un calibre de 152 mm. Je sais pas ce qu'il faut pour donner une image précise des dégâts que peut provoquer un obus de 152 mm de diamètre. Bon, je pense que c'est ce qu'ils ont utilisé contre Makeyevka, parce que ça te fait des trous, ça te fait des... Ça peut détruire une maison. Hein. Un seul obus de 150 peut détruire une maison. Hein. Voilà.
Ça donne une petite idée aux gens. 246 obus de mortier, dont 125 d'un calibre de 120 mm. Et 24 obus de chars d'assaut, plus bien entendu utilisation de lance-grenades et de diverses armes de petit calibre. Les tirs d'hier soir ont visé principalement Trudovski, où une maison a brûlé, Alexandrovka, Staromikhaïlovka, Yasinovataya, Spartak, Vernetoretskoye, Gorlovka, Zaitseva, Mikhailovka, Yelenovka, Sakhanka, Bezimienoye, Kominternovo, Leninskoye et Zaïchenko. Bien entendu, ça a détruit des lignes électriques, 8 maisons endommagées à Yelenovka, qui a subi à elle seule 170 tirs la nuit dernière. 3 logements ont été endommagés dans le district de Petrovski et une personne a été blessée dans ce même district. Voilà, donc tout va bien. C'est une catastrophe, quoi. Malheureusement, on pourrait dire une catastrophe, c'est quelque chose qui arrive vraiment d'une manière rarissime, mais là, c'est tous les jours, quoi. Voilà, et là ça s'aggrave. Je pense d'ailleurs que l'accalmie relative qu'il y a eu en début de semaine est due en fait tout simplement à une réorganisation de leur artillerie. Généralement, on se rend compte quand il y a un abaissement comme ça un peu brutal, c'est parce qu'en fait ils sont en train de déplacer les pièces d'artillerie et puis une fois qu'elles sont toutes bien en place, alors là c'est le feu d'artifice. Ouais. Donc en fait, encore une fois, ça se confirme. C'est surtout quand il y a aucune raison pour laquelle ces baisses d'artillerie se manifestent, entre guillemets. C'est ça. Donc, sur la semaine écoulée, ces bombardements ont endommagé ou détruit 45 habitations, donc en plus de celles d'hier. Hein. Ouais. Tout va bien. Donc, suite à ces victimes, ces pertes et à l'aggravation brutale de la situation, Édouard Bassourine a annoncé hier que nous nous réservons le droit de répondre de manière punitive pour leurs crimes, donc ceux de l'armée ukrainienne, contre les civils. Ouais. Et nous appelons la mission de surveillance spéciale de l'OSCE à enquêter de manière minutieuse sur chaque cas afin de donner une évaluation objective des actions criminelles des forces armées ukrainiennes. Donc là, on commence à hausser le ton, hein, disant que bon, bah là, on va répondre de manière punitive. Donc là, ça n'est même plus, ça ne va même plus être pour juste faire stopper les bombardements. Là, ça va être carrément pour leur faire payer, quoi. Là, il y a un passif énorme du côté de l'Ukraine. Voilà, ça, on est bien d'accord. Hein. Donc là, ils arrivent au bout de la patience. Là, il faut qu'ils se méfient. Oui, en République populaire de Lougansk, la situation n'est pas meilleure. L'armée ukrainienne a tiré à plusieurs reprises sur les positions de l'armée de la RPL et sur la ville de Pervomaïsk, endommageant des lignes électriques et des gazoducs, heureusement sans faire de victimes. Une situation qui a, dans l'ensemble, peu de chances de s'améliorer, puisque l'Ukraine a amené de nouvelles armes lourdes interdites par les accords de Minsk près de la ligne de front. Dans la direction de Gorlovka, les services de renseignement de la RPD ont découvert 2 batteries d'obusiers automoteurs Akatia et Gvozdika, donc 122-152 mm. Hein. Forcément, oui. Ça n'a rien à faire là. Des pelotons de chars d'assaut et de mortiers et une compagnie d'infanterie. En direction de Donetsk a été détectée l'arrivée de 2 batteries d'obusiers automoteurs, un peloton de mortiers de 120 mm, 12 lance-roquettes multiples Grad, 3 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, ainsi que des chars d'assaut et des mercenaires étrangers. À force de se faire massacrer leurs soldats, ils n'ont plus que ça en stock. En direction de Mariupol sont arrivés un peloton de lance-roquettes multiples Grad, un peloton de mortiers automoteurs Nona S, une batterie de mortiers, de l'artillerie et un bataillon de soldats. Et du côté de Lugansk, ce sont des troupes de choc ukrainiennes qui ont été détectées sur la ligne de front dans le district de Stanitsa-Luganskaya. Dans la zone résidentielle de Krasny Oktyabre, une force de frappe constituée de la 15e brigade d'infanterie motorisée comprenant 3500 soldats et plus de 200 véhicules blindés est arrivée. Dans le district d'Orekhovo, une unité non identifiée de la garde nationale ukrainienne est arrivée dans la zone de responsabilité de la 93e brigade avec une compagnie tactique équipée de 2 mortiers Vassilek de 82 mm et de lance-grenades automatiques AGS-17. Dans la zone résidentielle de Nizhny Mishenko, toujours dans le district de Stanitsa-Luganskaya, une unité est arrivée avec un lance-missile, probablement un système de défense anti-aérien Buk.
Et dans la zone résidentielle de Nijné Teploye, le bataillon de volontaires nationalistes des Ombres Noires est arrivé. Il s'agit d'un bataillon de reconnaissance avec une chauve-souris comme insigne. Voilà, donc on voit tout ce qui est rassemblé. Je vais faire quand même un petit rappel pour ceux qui sont pas très au courant de ce que contiennent les accords de Minsk. D'après ces accords, l'artillerie d'un calibre supérieur à 100 mm doit être retirée à 50 km du front. Oui. Les lance-roquettes multiples à 70 km. Et pour les lance-roquettes multiples Tornado, Uragan et Smerch, ainsi que les missiles Tochka, c'est à 140 km. Oui, c'est des lanceurs de... les grades, enfin c'est pas des grades, c'est des... je me rappelle plus. Des lance-missiles, ce sont des lance-missiles. Oui, avec voilà, des roquettes qui font pas 122 mm comme les grades. Non. L'Ouragan, L'Ouragan, c'est du 152, si je dis pas de bêtises. Le Smerch, c'est au-dessus du 200 mm. C'est un monstre, le truc. Et les missiles Tochka, c'est pareil. C'est des monstres oui, en termes de calibre. 3, 4 ou 500 kg d'explosifs par missile, je crois. Voilà, t'as un Tochka-ou qui pète dans le centre-ville, t'as exterminé tout le monde sur des dizaines de mètres et des centaines de mètres. Ouais. C'est voilà, un Tochka-ou, c'est dans une zone où il y a essentiellement des civils, et il n'y a pas de conflit armé, parce que les forces de Donetsk et de Lugansk ne sont pas à l'attaque. C'est un crime de guerre incommensurable, quoi. Presque. Bien sûr, oui. Donc, sur fond de ce renforcement, on a eu aussi les chiffres des pertes hors combat de l'armée ukrainienne. Ouais. Donc, ils ont fait encore mieux que la semaine dernière. Ils ont doublé. Ils ont 90 pertes, dont 11 tués. La plupart dus aux mines et autres engins explosifs disposés autour de leur position. Comment annoncer ça aux parents ? Parce que ils peuvent dire pendant un certain temps que c'est les terroristes, c'est comme ça qu'ils les appellent, c'est les terroristes du Donbass qui sont à l'origine de la mort de leur fils. Et puis avec le temps, les gens se rendent compte que leur gamin, il est mort à cause de la débilité des gens qui dirigent. Et c'est aussi pour ça que la population est peut-être en train de se préparer à sortir dans la rue massivement après l'hiver, avec tout ce qui va arriver, le manque de gaz, etc. Oui, ça c'est clair. Donc au vu de la situation très tendue, le ministère de la Défense de la République populaire de Donetsk a appelé les anciens miliciens ayant quitté l'armée à y revenir afin de faire bénéficier l'armée de leur expérience au combat. Ouais. La situation est tendue, on a eu nous aussi des pertes, donc là il y a eu un appel qui a été lancé pour renforcer l'armée, puisqu'on peut effectivement s'attendre à ce que ça dégénère, quoi. Oui, là, comme c'est parti, et j'en discutais justement dans notre site rep pour la Syrie avec Essar Midani, qui a tenu spécialement à parler, comme toi tu l'as fait à propos de la Syrie, a spécialement insisté pour parler du lien qu'il y avait entre le conflit en Syrie, la guerre en Syrie, et ce qui se passe dans le Donbass. Elle a vraiment voulu faire le lien, comme tu l'as toi-même fait, comme nous l'avions fait dans l'un des sites rep précédents. Donc effectivement, la situation dans le Donbass risque de dégénérer probablement en parallèle avec ce qui se passe en Syrie. En Syrie, très certainement. Donc situation politique, accord de Minsk, suite à la nuit du jeudi sanglant, la République populaire de Donetsk a convoqué une réunion extraordinaire du groupe de contact à Minsk qui a commencé cet après-midi par vidéoconférence. Donc on va attendre de voir le résultat, enfin à mon avis ça donnera pas grand-chose. Après la dernière sortie de Poroshenko, donc concernant un soi-disant accord de la Russie pour une mission armée de l'OSCE dans le Donbass, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, a contredit cette déclaration. Ça fera jamais que la 3e ou 4e fois que Porky annonce cette mission armée et des accords fantômes qui n'existent que dans sa tête. Bon, Poroshenko, à ce stade, faut arrêter la vodka frelatée, c'est pas bon pour tes neurones. Proposition qui a aussi été refusée et dénoncée par Denis Pouchkine, donc le négociateur en chef
pour les deux républiques populaires à Minsk, qui a rappelé que de telles missions avaient mené au nettoyage ethnique de la Krajina serbe et qu'il était hors de question que les autorités de la RPD ou de la RPL laissent faire une telle chose. Voilà, il a rappelé les propos du président Vladimir Poutine qui était d'autoriser peut-être une arme de service pour les agents de l'OSCE dans les zones de désengagement et sur les lieux de stockage des armes lourdes, mais qu'il était hors de question de laisser des agents armés de l'OSCE se balader dans les deux républiques populaires. Voilà. On a des forces de police ici, on n'a pas besoin d'une police de l'OSCE. Elle marche très bien la police ici, on n'a pas besoin d'eux. Non, mais surtout effectivement le précédent de la Krajina. Voilà, on va pas recommencer deux fois les mêmes erreurs. Du point de vue de l'économie, le ministre des Finances russe a conditionné la tenue d'une réunion avec son homologue ukrainien à la reconnaissance du fait que la dette que l'Ukraine a envers la Russie est bien une dette souveraine et que l'Ukraine propose un plan plus avantageux concernant cette dette que celui conclu avec les créanciers privés. Bon, vu qu'ils sont pas prêts de le faire, c'est un meeting qui aura pas lieu, quoi. C'est une façon polie de conduire, mais on sent aussi que malgré les discours de Vladimir Poutine qui dit que l'Ukraine et la Russie vont finir par trouver un terrain d'entente, etc., on voit bien qu'il y a une ligne qui se durcit quelque part. C'est ce que j'allais te dire, puisque on le constate dans les déclarations, petit à petit, c'est subtil souvent, mais le discours est beaucoup plus dur. Avec l'histoire du retraitement du plutonium militaire, les exigences de la Russie en réponse, je dirais, à l'accord qui avait été signé avec les Américains, c'est pratiquement impossible pour Washington de respecter, je dirais, ce qu'exige le Kremlin pour retourner à la situation précédente. C'est ça. Bon, voilà. Je pense que Vladimir Poutine essaye de jouer son rôle, en montrant des signes d'apaisement du côté de la Russie. Mais si on regarde effectivement les déclarations de Lavrov, de Zakharova ou d'autres personnalités russes, on voit bien qu'il y a un durcissement de la ligne des déclarations qui sont faites concernant l'Ukraine. La Russie, d'ailleurs, qui accueille plus d'1 million d'Ukrainiens ayant fui la guerre dans le Donbass, a indiqué qu'en 2015, 65 000 Ukrainiens avaient demandé et obtenu la nationalité russe. C'est énorme quand même. C'est la première nationalité en termes de représentation. Ils représentent un tiers des étrangers qui ont obtenu la nationalité russe l'an dernier. Un tiers, c'est énorme. Et 440 000 ont demandé l'asile en Russie. Là, si on voulait une preuve que l'accusation d'agression russe dans le Donbass ne tient pas la route... Ah oui, c'est sûr. Il faut avoir les informations qui viennent de toi, d'un certain nombre de volontaires francophones ou même d'informations dans d'autres langues pour se rendre compte à quel point le discours ukrainien à Washington et à Bruxelles, Paris, sont complètement ineptes. Ces discours sont complètement ineptes. Ça tient pas la route. On n'a jamais vu des gens se réfugier en masse chez le pays agresseur et demander sa nationalité ou l'asile là-bas. Absolument. La Russie, toujours, a lancé des procédures pénales contre 6 commandants de l'armée ukrainienne pour leur bombardement de zones civiles dans le Donbass. Donc c'est une procédure qui s'inscrit dans la continuité de celle qui avait été lancée en septembre contre plusieurs hauts responsables et ministres ukrainiens pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, donc entre autres le ministre de la Défense, le précédent ministre de la Défense, le chef d'état-major, ce genre de personnages. Donc faut s'attendre à voir de nouveaux noms qui vont s'ajouter à la liste de ce futur procès international, procès pénal international, qui sera, à mon avis, dans la lignée du Nuremberg, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Donc des crimes auxquels viendront s'ajouter les déclarations d'une membre de Pravi Sector, Lilia Kots, qui a été arrêtée à Donetsk et qui a fait des révélations concernant les meurtres commis lors du Maïdan. Elle a indiqué que certains des assassins des manifestants du Maïdan se trouvaient actuellement au quartier général de Pravi Sector, dans la région de Donetsk, donc dans la zone occupée. Par l'armée ukrainienne. Donc donc les salopards qui ont tué des manifestants sur le Maïdan sont aujourd'hui dans la zone de la soi-disant opération antiterroriste. Ça laisse rêveur. Ah oui.
c'est un cauchemar. Pendant ce temps-là, à Kiev, en fait, c'est même pendant ce temps-là quand Kiev vient à Paris. Alors là, ça donne des trucs un cirque encore plus cosmique. Donc, lors de sa visite à Paris, Groysman, le premier ministre ukrainien, a émis le souhait que la langue ukrainienne soit inscrite dans la liste des langues étrangères soumises à examen pour obtenir le diplôme français du bac. D'accord. Non, c'est pas une blague, c'est pas un article du Gorafi, ça vient même directement du site du gouvernement ukrainien, et ils ont une version anglaise, on mettra le lien dans la description, les gens pourront aller vérifier. Oui. Comment dire à Groysman, de manière diplomatique, je sais pas pourquoi ils prennent l'Ukraine, tu sais, ils ont toujours tendance à considérer leur pays comme les sauveurs du monde. Ouais. Ça mérite un silence moqueur, je dirais. Voilà. Hein? Là, franchement, quand j'ai lu ça, sur le coup, je n'y ai pas cru et j'ai demandé à la personne qui avait traduit l'information en anglais parmi mes collègues d'où ça sortait parce que ça me semblait tellement énorme. Elle me dit non, c'est vrai. Elle m'a envoyé le lien vers le site du gouvernement ukrainien et là, je me suis dit c'est pas possible. On a vraiment touché le fond. Là, c'est pas possible de continuer plus bas là. Comment s'étonner, je veux dire, avec ce qu'ils font dans le Donbass, on peut pas avoir des génies, hein. On peut même pas avoir des gens humbles ou discret ou avec un minimum de conscience, voilà. Ouais, c'est complètement déconnecté des réalités. Ah oui, c'est clair. D'ailleurs, la situation générale en Ukraine, pendant que l'Ukraine s'enfonce de plus en plus, Poroshenko, lui, se hisse à la 4e place des hommes les plus riches d'Ukraine. Je rappelle quand même que ce monsieur avait promis de revendre ses parts dans l'entreprise Rochen, étant maintenant président de l'Ukraine. Bon, il n'a rien vendu du tout et il s'est encore enrichi. C'est bien la peine d'accuser Yanukovych d'être un corrompu, voilà. Je fais aucun commentaire, no comment. Oui. Le député et fondateur du site Miro Dvorets a confirmé la semaine passée l'ordre un peu cryptique qu'on avait lu de tuer le journaliste britannique Graham Phillips. Donc il y a bel et bien un contrat sur la tête de Graham, un contrat à $2000. Voilà. C'est absolument incroyable qu'ils osent faire ça. Et l'Ukraine elle-même ne pourrait pas se permettre d'annoncer l'assassinat ou la demande d'assassinat. Enfin, c'est un officiel, quoi. Demande d'assassinat. C'est un député de la Rada. Oui. C'est pas Joel Clodo, quoi. Voilà, c'est Gerashenko, quand même. C'est quand même un député du Parlement ukrainien. Et ce gars-là te dit ouvertement que il est très fier que Miro Dvorets soit en train de traquer Graham Phillips. D'ailleurs, à ce propos, tu ne l'as pas signalé sur le texte qui prépare cette émission, mais tu es toi-même fiché. Oui, je suis moi-même fiché, mon directeur, tous mes collègues de l'agence sont fichés. Tous les journalistes qui osent dénoncer ce qui se passe ici, ce que l'armée ukrainienne fait subir à la population du Donbass. Nous sommes tous fichés, comme des terroristes et des gens à abattre. Faut quand même en être bien conscient. Tout comme l'avait été le journaliste Oles Bouzina, à peine quelques jours avant qu'il soit assassiné, en bas de chez lui. D'autres journalistes aussi qui ont été tués s'étaient retrouvés sur ce site. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le site Miro Dvorets, ce qui veut dire pacificateur. Oui, non, ça c'est... Oui. On ne soulignera pas l'ironie du nom. C'est un site en fait qui a été co-créé donc par ce député d'extrême droite de la Rada, mais aussi ça collabore activement avec le SBU, donc les services secrets ukrainiens. Oui. Et donc ce site traque les soldats, les autorités et les journalistes du Donbass et expose leurs données personnelles afin de faciliter leur élimination dans la plus pure tradition nazie. Voilà. Si les gens avaient encore un doute que le pouvoir soit démocratique, on peut d'ores et déjà leur montrer que c'est plus le cas. Oui. D'ailleurs, là, il y a eu aussi j'ai vu tomber juste avant le site rep une information sur le changement de logo du service du renseignement militaire ukrainien, n'est-ce pas, qui est assez grandiose aussi pour montrer cette dérive en Ukraine. Donc, ils ont choisi une chouette avec les ailes étendues, mais ces ailes ressemblent à celles de l'aigle nazi plus qu'autre chose. Oui, tout à fait. Cette chouette tient dans ses serres une épée qui est plantée vers la Russie. Bon, c'est
c'est quand même assez incroyable. Et alors, le nouveau, on va dire, slogan ou devise de ce service de renseignement, c'est l'Ukraine au-dessus de tout. Donc, pour ceux qui ne sont pas germanophones, le slogan, Deutschland über alles. Deutschland über alles, l'Allemagne au-dessus de tout. Ouais, absolument. Bon, et après qu'on vient de me dire que l'Ukraine n'est pas dirigée par des nazis. Non, bien entendu, c'est une ressemblance tout à fait fortuite. Bon, faut arrêter les conneries 5 minutes, là, quand même. Avec une petite spécificité, probablement, moi-même j'avais pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre cette chouette et le Bohemian Club qui rassemble quelques élites américaines, je dirais, friands de magie noire, magie blanche. Voilà, l'un n'excluant pas l'autre, voilà. Ça peut être tout à fait un mix des deux. Effectivement, là, s'il y en a qui a vraiment besoin de preuves supplémentaires que l'Ukraine est en pleine route vers le nazisme décomplexé le plus total. Oui. C'est quasi indiscutable maintenant. Je veux dire, celui qui ignore ça, c'est qu'il veut pas en entendre parler, quoi. Voilà, il n'y a que les aveugles là qui peuvent ne plus le voir, et encore, parce que là c'est plus possible, l'Ukraine au-dessus de tout, n'importe quoi. C'est l'arrogance. Complet. Et d'ailleurs, ils continuent tellement bien sur leur lancée que maintenant ils ont fait des dessins animés pour les enfants ukrainiens, des dessins animés qui glorifient les nazis et les héros de l'UPA, donc l'armée de libération ukrainienne, la bande de collabos de nazis. Oui. Qui, je le rappelle, ont massacré pendant la Seconde Guerre mondiale des Polonais, des Juifs et des Russes. Oui. Et ces gens-là, on en fait des dessins animés pour les gosses. Tout va bien, tout va bien. C'est la propagande et destination des tout-petits pour bien leur laver le cerveau dès le berceau. Tout va bien. C'est ça. Toute ressemblance avec les jeunesses hitlériennes et autres saloperies du même tonneau n'est pas fortuite. Je crois qu'on peut conclure là-dessus comme ça, oui. Voilà, donc incroyable. Je vais juste terminer sur une petite chose. Donc j'ai commencé à publier le matériel qui a été enregistré lors de la venue du groupe français. Donc un premier article et une première vidéo ont été faits, les autres suivront dans les jours qui viennent. Donc si les gens veulent voir un petit peu ce que le groupe français a vu, ce qu'ils ont visité, ce qu'ils ont découvert, voilà, c'est sur le site de Denis en français, Denis Presse. Voilà, vous pourrez retrouver les aventures du groupe de visiteurs français dans le Donbass. L'adresse défile en début et de fin de Citrep, juste en bas de l'écran, pour permettre à chacun d'aller voir justement ce que les Français qui se sont déplacés vers chez toi ont vu réellement. Voilà. Et je rappelle donc que le prochain groupe de visiteurs français aura lieu du 7 au 13 mai afin que les visiteurs puissent profiter des célébrations du jour de la victoire et du jour de la République qui ont lieu à 2 jours d'intervalle. Donc voilà, si vous êtes intéressé, contactez-moi parce qu'il y a déjà des personnes qui commencent à réserver leur place dès maintenant. Donc celui-là, à mon avis, il va vite se remplir. Alors, il faudra quand même insister sur la nécessité de vous contacter pour l'histoire des visas, parce que c'est pas une chose très très simple, mais il faut s'y prendre longtemps à l'avance pour avoir les documents nécessaires pour l'obtenir. C'est ça. Très bien. Voilà, Tom. Merci Christelle. Encore un bilan sanglant. On espère toujours que ce sera moins la semaine prochaine. La semaine qui suit, mais bien que... Là, je crois qu'on est bien parti vers l'escalade, là, je pense que... Oui, j'en ai peur, Bien que la semaine ait commencé par une accalmie et s'est terminée pour finalement un bilan qui est presque aussi terrible que la semaine précédente. Oui. Bon. Oui. Il faut se préparer au pire, je pense que tu es d'ailleurs en première ligne, donc c'est pour ça que je renouvelle toujours à chaque fois peut-être une insistance trop prégnante, mais c'est important pour moi de souhaiter que tu restes prudente, que qu'il se passe rien
Ouais, ouais, grave. bon, même si voilà, ça fait partie de mon métier, d'aller sur le front, d'aller sur position et de prendre des risques. Prendre des Euh, risques et c'est pas un hasard si cette semaine tu as été particulièrement mise en exergue par les autorités militaires de la République de Donetsk, puisque tu as reçu une médaille pour ouais. le courage que tu as affiché en allant sans armes, hein, Mm. à la rencontre des premières lignes de défense de la République. Ouais, Et à de multiples reprises, principalement à Zaïtseva, mais pas seulement. voilà. Euh, et donc le commandant Jelezny, qui est le commandant de la brigade qui se trouve là-bas, estimé que donc mon collègue Vittorio, ma collègue de Newsfront Katia et moi-même, qui avons passé beaucoup de temps sur ces premières lignes qui sont Oui. entre 150 mètres et 300 mètres des lignes ukrainiennes, avions montré voilà un courage et avions défendu la vérité, malgré le fait qu'on s'est fait tirer dessus plusieurs fois sur ces positions. Absolument, oui. Et que le fait de dire la vérité était une composante importante de cette guerre, que sans ça c'était beaucoup plus compliqué pour les soldats qui sont sur ces positions, Oui. de défendre ces mêmes positions. Donc le fait de dire la vérité, de montrer ce qui se passe réellement, entre autres à Zaïtseva, qui est un village qui n'a jamais connu de réel cessez-le-feu, est important en fait pour permettre un soutien de la population locale, mais aussi de la communauté internationale. J'entends par là la population, les gens qui s'informent et qui nous suivent. Et donc ce soutien qui est apporté aux soldats est essentiel pour leur permettre de continuer leur combat. Oui, absolument, puisque c'est une question de morale aussi, hein. Les Ouais. gens veulent bien se battre pour, effectivement, parce qu'ils sont très motivés pour défendre leur terre, pour défendre leur famille. Ils sont nés ici, ils ne veulent en aucune manière en partir. Mais en même temps, ils constatent effectivement qu'il y a une espèce de chape de plomb médiatique en Occident, où la population est isolée en fait des faits et des réalités qui se passent sur le front là-bas. Et grâce à toi, grâce à d'autres personnes qui ont le courage de faire le lien, eh bien la population francophone de cette planète a la possibilité de savoir ce que les médias classiques, les médias mainstream ne disent pas. Voilà. Et ça c'est fondamental pour leur morale, puisqu'ils savent qu'il y a il y a quelque chose qui passe de toute façon et que même le blocus médiatique n'arrêtera pas la vérité. La vérité de s'établir et de se diffuser. C'est ça. Très bien. Bon. Voilà, Tom, je te dis à la semaine prochaine, en espérant que la discussion qui a lieu cet après-midi via vidéoconférence entre les membres du groupe de contact vont apporter une amélioration, même temporaire, mais je pense que de toute façon, à moyen terme, oui, on va avoir une escalade continue. L'Ukraine n'a pas... Enfin, est dans une situation telle que je pense qu'ils n'auront pas d'autre solution que d'aller vers l'escalade. Il y a peut-être une chose que tu peux rajouter. C'est la signification du drapeau de la République de Donetsk, si tu veux bien. Oui. Parce qu'il est derrière nous. Parce que... Alors effectivement, parce que donc malgré tout ça, malgré tous ces morts, donc cette semaine il y a eu la cérémonie du drapeau le 25. Donc une cérémonie qui a attiré 10 000 personnes sur la place Lénine à Donetsk. Oui. Et donc un drapeau tricolore de 30 mètres, hein, donc comme celui-là, mais 30 mètres de haut, a été hissé sur un des bâtiments de la place. Donc en fait, ce drapeau, donc le noir symbolise le charbon du Donbass, le bleu symbolise l'esprit du peuple et le rouge le sang versé dans la lutte pour la liberté. Voilà, c'est celui-là, le drapeau de la République populaire de Donetsk. On voit très très bien derrière toi. Voilà, on voit très très bien derrière moi. Voilà, je crois très joli drapeau. On a fait le tour de la question pour cette semaine et bon courage à toi. Encore félicitations pour ta distinction et à la semaine prochaine, à samedi prochain, avec évidemment l'espoir que le bilan sera beaucoup moins sévère que les jours précédents. Ouais. Voilà. La semaine prochaine, Tom. À bientôt. Au revoir, Christelle. À bientôt. Ciao. Ciao.